Alors, je ne vais pas être trop long parce que nous sommes 4 et il est question de vous laisser la parole les uns les autres, chers amis. Mais je voulais peut-être tout de même dire un petit mot et avec ça, prendre peut-être un peu mes lunettes. Oui, ça montre que 10 ans sont vite passés. Il y a 10 ans, je n'avais pas de lunettes. Je voulais remercier évidemment le gardien du temps qui nous a permis d'avoir une table ronde complète, ce qui n'était pas assuré ce matin. Et donc, merci beaucoup. Je voudrais avoir une petite pensée pour les étudiants de l'ISVV. Je crois que quelque part, et j'en prends évidemment ma part, on a raté quelque chose un petit peu, ces 10 ans, cette fête, cet anniversaire. On a quelque part oublié de faire contribuer ou d'inviter ou de partager avec les étudiants, ou en tout cas avec la majorité des étudiants, cette fête. Alors, au moment où on parle des formations, évidemment, on pense aux étudiants parce que cette formation n'a aucun intérêt si ce n'est pas évidemment vis-à-vis des étudiants. Donc, certains sont là, certains, bien sûr, les doctorants ont été là longtemps, là ils sont un peu partis, mais ils ont été là longtemps depuis ce matin. Certains sont également des représentants, des élus étudiants qui sont là aussi, et je les remercie d'être présents. Mais globalement, finalement, on a quelque part, c'est vrai, un petit peu, peut-être raté un petit peu cet anniversaire complet, qui aurait été complet avec tous les étudiants. Alors, peut-être également se souvenir que 10 ans sont très très vite passés, que l'ISVV a 10 ans, mais en fait tout le monde sait que l'ISVV a bien plus de 10 ans, et que l'ISVV s'est construit un peu avant, beaucoup avant même, et que ça a été encore, et c'est normal, une gestation assez longue, et on peut dire presque qu'on fête déjà nos 15 ans, peut-être même un peu plus. Ces 15 ans, ces 10 ans, c'est aussi beaucoup de monde qui ont contribué à cette ISVV. On n'a pas le temps de parler de tout le monde, bien sûr, de remercier tout le monde, des gens qui sont déjà partis dans d'autres endroits pour travailler aussi, des autres qui nous ont quittés et évidemment, on a été très affectés par beaucoup de disparitions précoces. Il y a peut-être une personne à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui parce qu'elle a travaillé peut-être plus dans l'ombre, mais extrêmement de façon importante, c'est Bernard Donèche, mon prédécesseur. Bernard Donèche, doyen de la faculté d'œnologie, qui a énormément travaillé sur la construction même de l'ISVV dans la partie formation. Et je crois que derrière lui, ça permet aussi de remercier beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à tout ça. Ce matin, également, on raisonnait, ce matin et cet après-midi, on raisonnait beaucoup de mots autour de l'histoire, autour finalement de quelque chose qui s'appelle l'école bordelaise d'énologie. C'est important, quelqu'un a rappelé qu'il faut savoir d'où on vient, c'est Pierre Liédo je crois, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir ce que l'on va faire, et je crois que ça on ne l'oublie pas ici. Je crois que l'ISVV est certainement, on l'a conçu comme ça et on l'a vécu comme ça depuis 10 ans, la suite et même l'école bordelaise d'énologie. Et c'est comme ça qu'on veut encore le vivre dans les années qui suivent. Oui, et de viticulture, bien sûr. Mais quand on parle, c'est marrant parce que quand on parle d'énologie, pour nous, la viticulture est forcément intégrée. Je ne sais pas s'il faut répéter à chaque fois les deux mots. Ils sont dans l'ADN de l'ISVV, mais on fait de la viticulture pour faire du vin, j'espère que tout le monde le sait. Et sinon, ce n'est pas la peine de faire de la viticulture. Ou alors on fait des raisins secs. C'est un débat, mais tant mieux, on est là pour débattre. Mais encore une fois, je m'excuse si j'ai dit que l'énologie. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Cette table ronde, donc, elle va commencer peut-être un peu trop tard. J'ai parlé trop longtemps et donc je laisserai la parole pratiquement à mes collègues tout le temps. Quelques thématiques vous sont proposées ou nous sont proposées. On les a un petit peu préparées. L'internationalisation de notre formation et donc forcément aussi l'ouverture à l'international. C'est en écho presque à ce qu'on a entendu à l'instant. L'agroécologie, bien sûr, avec l'évolution des pratiques, l'adaptation des formations à cette évolution. Là aussi, bien sûr, l'écho est permanent. La multidisciplinarité de nos formations, ou qu'apporte la multidisciplinarité dans nos formations. Je crois que là aussi, c'est dans l'ADN de l'ISVV, c'est même la conception même de l'ISVV. L'innovation pédagogique,
avec la digitalisation, la numérisation des cursus, des pédagogies, de son usage, avec l'abondance ou peut-être l'obligation de le faire ou l'intérêt de le faire. Et puis, bien entendu, sans oublier, sinon là aussi il n'y a pas de formation, la compétence qu'on apporte aux étudiants et leur insertion professionnelle, leur adaptation au milieu professionnel. Voilà, alors sur l'internationalisation, je ne sais pas qui veut prendre la parole, le premier. Allez, je me lance. Donc, effectivement, on va peut-être le faire thème par thème et se passer la parole, ce qui rythmera le débat. Donc, effectivement, on s'est mis d'accord sur quelques thèmes. L'internationalisation, alors c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui tient particulièrement à cœur, je pense, à tous les membres de l'ISVV, puisque c'est quand même une des raisons d'être de l'ISVV que d'être en capacité tous ensemble à faire ici une force suffisante pour être visible, lisible à l'international et avoir une véritable force de frappe. Et chacun des établissements, alors évidemment on est 4 ici à la tribune pour symboliser justement cette force collective qu'on a, je pense même la responsabilité de mettre en place. Donc ça fait 10 ans, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'on peut imaginer faire dans les 10 ans à venir. Alors en 10 ans, ça a beaucoup évolué. En tout cas, dans mon établissement, ça a énormément évolué en 10 ans, puisqu'on a créé effectivement, Gilles l'a cité tout à l'heure, des enseignements en langue anglaise, notamment un master sur le management des domaines viticoles, et également un bachelor, alors qui n'avait pas été cité ici, mais qui vient d'être créé cette année, qui est un bachelor aussi en langue anglaise, et qui a fini de démontrer, je pense, la forte attractivité, l'énorme attractivité que représente la vigne à Bordeaux, évidemment. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, alors bien sûr, on est allé un peu colporter la bonne nouvelle partout dans le monde du fait que de la création de cette formation, mais on s'est aperçu que les retours étaient juste impressionnants. On a énormément d'attractivité sur cette formation. Et je pense qu'on ne mesurait pas forcément, enfin moi en tout cas je ne mesurais pas cette attractivité à ce niveau-là. Et c'est une vraie réflexion, notamment dans notre école qui est une école d'agronomie généraliste, puisque nous sommes finalement la seule école d'agronomie sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec un spectre de formation qui dépasse largement la vigne et le vin. Et longtemps, on a eu le débat, est-ce qu'on doit devenir une école de vigne et de vin ou est-ce qu'on doit continuer à être généraliste? Mais je pense qu'on peut faire les deux, mais que dans ce dispositif-là, la vigne et le vin représentent un formidable levier d'attractivité. Alors je le vois à l'échelle de mon établissement, mais mon établissement est de taille relativement modeste. Je le vois à l'échelle du site universitaire bordelais. Il est impératif aujourd'hui que nous soyons vraiment considérés à travers le monde comme un des lieux, si ce n'est le lieu, où finalement les formations de très haut niveau, internationales, peuvent se dérouler. Et ces formations-là, c'est à la fois des formations agrotechniques, ce sont des formations sur le management, et là je pense que mes collègues vont prendre le relais, ce sont des formations sur le commercial, sur le management, sur la gestion, etc. Voilà. Donc, moi le seul message que j'ai apporté là sur ce thème-là, c'est oui, l'internationalisation, évidemment, levier d'attractivité, et formidable levier qui est la vigne pour finalement l'attractivité globale du site. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci Gilles, merci Alain de nous avoir associés à cette table ronde. On est très heureux d'être ici au nom de Kedge. Je vais commencer par dire que d'abord, je vais vous remercier d'être restés parce que l'amphi s'est un peu vidé. Alors c'est vrai que sur le papier, peut-être que la thématique de la table ronde paraissait un peu moins croustillante. Pour autant, moi, je pense que la formation est au cœur de tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Que effectivement c'est une responsabilité que de porter les messages qu'on a entendus ce matin, que c'est notre rôle et que donc effectivement on est primordial en tant qu'éducateur pour être les colporteurs ou les ambassadeurs de ce qui doit se passer, de ce qui doit se faire dans le vignoble et dans les chais pour pouvoir s'adapter. Au niveau de l'internationalisation, je pense que l'internationalisation, bon, nous on la voit depuis longtemps, puisque le premier programme qu'on a développé à Kedge, c'était un programme international au niveau du vin, c'était un Wine MBA. Ensuite, on a développé notre Master of Science. On a donc des gens qui viennent de partout et de plus en plus. Et ça
ça a pour moi des implications multiples. Bon, la première, évidemment, c'est de s'adapter au public, au profil. On a des gens qui viennent de cultures différentes, mais je pense que l'internationalisation va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser internationalisation des marchés, des structures de marché, des comportements consommateurs, etc. Et c'est en ça que nos formations doivent évoluer, vont encore évoluer très sensiblement, je pense, dans les 10 prochaines années, parce que effectivement, la donnée internationale ne sera plus la même. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci aussi pour l'invitation et heureux anniversaire à l'ISVV. On est très content à l'Université Bordeaux-Montaigne d'être associé à ce merveilleux anniversaire d'un partenaire qui nous est cher, l'ISVV et l'Université de Bordeaux. Et c'est vrai que la question de l'internationalisation nous préoccupe au plus profond, puisque c'est inscrit, pour ainsi dire, dans l'ADN de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui est une université dont les formations en langue sont très très importantes. C'est une des universités qui a une offre de formation en langue parmi les plus importantes en France. Pour ainsi dire, on est à 23 ou 24 langues, je ne me souviens plus trop, c'est 24. La dernière en date étant un DU langue des signes. Et nous avons donc la chance aussi de pouvoir offrir cette expertise et ces compétences à l'ensemble des partenaires du site, ce qui aide évidemment à la stratégie de chacun des partenaires, stratégie d'internationalisation. Sur ce point, on est aussi extrêmement satisfait de voir que ce sont des formations qui rencontrent beaucoup de succès et ce qui nous aide aussi à définir une stratégie dont on n'est pas les seuls bénéficiaires, mais dont on compte aussi faire bénéficier tous les partenaires du site. Ce qui nous paraît déterminant ces dernières années, c'est de voir à quel point les formations sur les langues asiatiques rencontrent un très grand succès. Pour ainsi dire, chaque campagne d'emploi que nous avons ouverte ces dernières années, il y a eu des recrutements en chinois, en coréen, en japonais. Et encore aujourd'hui, hier encore, nous avions un recrutement en japonais. Donc ce sont des équipes pédagogiques qui se renforcent, qui témoignent de l'attractivité également de l'université en termes de formation et qui posent également, d'un point de vue politique, la stratégie de la recherche, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de recherche à proprement parler sur ce périmètre de l'Asie. Et la réponse que nous avons apportée à ce défi, c'est ni plus ni moins que la mise en place de ce qui s'appelle pour l'instant une équipe projet, mais qui va être à l'horizon 2021 la mise en place d'une équipe de recherche dédiée aux dynamiques asiatiques et orientales pour justement fédérer à l'échelle non seulement de l'université mais également du site, avec des collègues de l'université de Bordeaux mais aussi de La Rochelle, des spécialistes travaillant sur ces questions. Et ce qui nous préoccupe finalement, au-delà des enjeux purement linguistiques, philologiques, au-delà des enjeux purement civilisationnistes qui sont extrêmement importants pour mieux faire prendre conscience à l'ensemble de nos étudiants quels sont les centres d'intérêt du point de vue de la recherche sur ces périmètres asiatiques, eh bien, c'est d'aborder toutes ces questions de manière interculturelle, parce que l'interculturalité, on aura l'occasion d'en reparler, c'est pour finalement les générations d'aujourd'hui la clé pour comprendre et appréhender au mieux la diversité culturelle et surtout donc sur ces questions de marché sur lesquelles les Chinois sont extrêmement présents, mais aussi les partenaires japonais et coréens. Nous entendons donc former nos étudiants et ainsi que les étudiants de nos partenaires à l'interculturalité pour mieux répondre finalement aux enjeux qui nous attendent. Merci Frédéric. Sur l'international, pour ne pas trop prolonger tout de même le débat, je pense que c'est très important. On se pose une question forte par exemple sur la Chine, bien sûr. On est titillé fortement. L'ISVV, sachez que l'ISVV s'en va en Chine avec une délégation assez nombreuse dans quelques jours pour justement finaliser une idée de rapprochement avec quelques centres, pas beaucoup, quelques universités, pas beaucoup. Ce qu'il faut, c'est bien les choisir, pas se tromper. C'est important parce que, bien entendu, c'est un partenaire dont il faudra compter, c'est un partenaire qui est très important pour la filière. Ce qui nous accompagne tous dans l'idée, c'est qu'il vaut mieux peut-être que ce soit nous qui formions, je dirais, les étudiants chinois que les Australiens ou que d'autres. Pourquoi ? Parce que ça, non seulement, bien sûr, éventuellement, c'est intéressant pour former, parce que l'école de Bordeaux doit former les étrangers, mais aussi parce qu'on apporte notre culture et qu'un Chinois formé par nous est un Chinois qui appréciera aussi les vins, et donc nos vins sans doute aussi. Donc je crois que c'est bien plus large que la formation elle-même, c'est bien plus large que former un étudiant chinois. Si on prend la Chine, mais on pourrait prendre d'autres exemples, c'est également ça. Peut-être reprendre la... Ah, je prête pas. Sans micro, ça ne peut pas marcher.
Oui, très, très court. Dieu sait que je suis convaincu de l'international, tu sais, Gilles. J'aimerais qu'on réfléchisse beaucoup à la réciprocité. Il me semble aussi important d'envoyer des Français et de donner l'opportunité à des Français et des Européens de connaître la Chine et le marché chinois que de leur apprendre à boire nos vins. Donc, dans toutes nos démarches de demain, j'aimerais vraiment que cette réciprocité soit au cœur des processus. Ce qui est en général le cas d'ailleurs, souvent sur des échanges, notamment académiques. Donc, je pense que si j'ai insisté sur l'envoi, c'était parce que je pense que l'attractivité est quand même quasiment déjà gagnée. Peut-être qu'on peut rapidement passer à un deuxième thème qui est l'agroécologie. Et peut-être que tu peux. Alors, donc on est pressé par le temps, donc on va le faire rapidement. Mais bien entendu, l'agroécologie est au cœur de nos préoccupations. Alors quand on parle d'agroécologie, c'est l'ensemble des réponses, on va dire, aux transitions, aux changements climatiques et à l'ensemble des conditions. Et c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre effectivement de porter l'image d'une viticulture telle qu'elle est portée dans les médias. Et on doit tout faire pour accompagner la profession dans cette transition vers, en tout cas, alors à la fois les pratiques, mais aussi la communication sur les actions qui sont entreprises, et puis jouer collectif là-dessus. La formation, on a beaucoup parlé de VitiRêve tout au long de la journée. Tous autant qu'on est ici, nous sommes impliqués dans VitiRêve, et notamment dans un volet, puisque là on parle de formation, dans un volet de formation qui est très très important dans VitiRêve, et qui correspond finalement à un certain nombre d'enjeux. C'est à la fois la formation initiale, parce qu'on forme tous ensemble les cadres de demain. Il faut que les cadres de demain, effectivement, puissent très vite irriguer finalement le paysage avec des nouvelles façons d'aborder les problématiques du traitement contre les maladies, problématiques de gestion des sols, toutes les problématiques qui font qu'à un moment donné, on sera encore capable de regarder nos voisins. Vous savez, nous on a un vignoble urbain, donc on va être capable aussi de regarder nos voisins en leur disant on fait de la vigne à côté de chez vous, mais on n'est pas en train de vous empoisonner. Donc on subit des messages qui vont dans ce sens-là, et il faut absolument qu'on ait toutes les preuves et qu'on mette tout en place pour montrer qu'effectivement, dans 10 ans encore, on pourra faire de la viticulture sans aucun état d'âme en plein milieu de nos cités. Voilà, donc ça c'est important dans les formations. Alors ce ne sont pas que les formations initiales d'ailleurs, les formations continues sont très importantes aussi sur ces aspects-là. On a un gros programme dans VitiRêve de formation des conseillers, notamment viticoles. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues et qui sont d'ailleurs en étroite collaboration avec par exemple les chambres d'agriculture, avec le CIVB, avec un certain nombre de partenaires qui vont finalement irriguer aussi les bonnes pratiques parmi la profession. Voilà. Et donc, on a un vrai rôle à jouer. Alors, il se trouve que mon établissement est sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Donc, bien entendu, nous, on a comme mission de répondre à ces enjeux-là. Mais je pense qu'on y répond finalement tous ensemble aussi. Parce que je pense que c'est une problématique qui nous touche et qui est en plein cœur de notre activité. Merci. Quand on parle d'agroécologie, je voudrais revenir sur un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, qui était responsabilité. Je crois que la responsabilité, c'est la nôtre en tant que formateur, puis c'est celle de nos élèves. Et effectivement, ça commence tôt, ça commence même avant nos formations. Ça devrait commencer à l'école, et j'espère que ça va commencer de plus en plus à l'école. Je crois que quand on est formateur, en fait, l'ADN de notre métier, c'est évidemment de transmettre de l'expertise à nos étudiants, mais aussi et surtout de former des cerveaux qui réfléchissent mieux. Et effectivement, l'enjeu, la transition écologique est une formidable opportunité, je pense, de créer de meilleurs professionnels, plus responsables, d'en faire des gens qui agissent différemment, et puis surtout derrière qui colportent. Donc effectivement, les accompagner à mieux réfléchir, et en particulier dans la filière vitivinicole. Oui, merci Jérémy. C'était exactement cette idée-là que je voulais aussi peut-être ouvrir, mais ce n'est pas un débat formé, puisque nous sommes dans des phases d'accréditation permanente finalement de nos diplômes et de modification de nos diplômes. Les questions qui se posent au sein de nos équipes pédagogiques, c'est de savoir est-ce qu'on doit créer des diplômes exactement adaptés, par exemple, sur la viticulture biologique, ou si on doit toujours constituer finalement notre ADN, c'est de construire une tête bien faite, qui sera capable
de s'adapter aux enjeux de la société. Et donc, je crois que là, la réponse n'est pas absolue, puisqu'il y a de temps en temps, en effet, soit en formation professionnelle, soit en formation initiale, des diplômes ou des certificats qui assurent cette formation spécifique dans des nouvelles pratiques viticoles ou œnologiques. Mais reste tout de même quelque chose qui est important, c'est en effet de construire ces têtes qui seront bien sûr les managers de demain et qui pourront répondre à ces enjeux qui sont permanents et ces évolutions qui sont permanentes. Donc la question n'est pas tranchée, mais elle existe dans nos débats pédagogiques, hein, c'est de ne pas forcément se plonger directement dans tout un arsenal de formation adaptée à la demande d'aujourd'hui, alors que déjà demain se prépare aujourd'hui. Donc nous réfléchissons là aussi sur finalement les meilleures réponses que l'on peut apporter à la profession et donc aux étudiants aussi et aux familles. On parle toujours de savoir-faire et de savoir-vivre, on pourrait ajouter savoir-réfléchir. Oui. Merci. Alors Frédéric, pour passer finalement au troisième thème qui est la multidisciplinarité, je crois que tu es évidemment l'homme de la situation, donc je te laisse la parole. Merci. Effectivement, quand on avait réfléchi un petit peu au chemin de fer qui pouvait guider cette table ronde, la thématique de l'interdisciplinarité est assez vite ressortie. Et vous en êtes rendu compte tout à l'heure, l'Université Bordeaux-Montaigne n'intervient pas directement dans les formations dispensées ici, en tout cas indirectement si, même si avec BSA nous partageons un master, hein, qui est le master sur la qualité des produits. Mais il est clair que dans ces réflexions sur ce que sera finalement le profil de l'étudiant en 2030, donc quelles seront les évolutions qu'il nous faut anticiper d'ici 2030, il me paraît très important de mettre en avant cette idée de l'interdisciplinarité, laquelle va se renforcer, c'est tout à fait incontestable. Il suffit de voir que finalement les métiers changent et évoluent très vite, puisque maintenant eh bien, les acteurs de la filière vitivinicole ne sont plus seulement que les producteurs, les commerciaux. Quel producteur qui de plus en plus a le souci de commercialiser, voire de développer d'autres activités, d'hébergement, de restauration, voire de créer de l'événementiel. Et finalement, on voit que ce qui se développe aussi, on en a parlé encore pas plus tard que tout à l'heure, et dans pas mal de vignobles de la planète, c'est l'œnotourisme. C'est-à-dire qu'on voit bien ici se renforcer cette dimension culturelle du vin, puisque le vin est aussi un produit culturel, et ce qui me paraît aussi très important, parce que c'est quand même un débat en France aujourd'hui depuis le loi vin, hein, le vin comme produit culturel, c'est aussi de défendre la dimension culturelle des terroirs, où le vin croît, puisque vin de terroir par rapport à vin de cépage, on sait bien que ce sont des lignes de force, ou en tout cas des lignes de fracture, dans les positionnements des vins dans le monde. Eh bien, sur ces débats-là, il est important d'avoir conscience qu'une approche interdisciplinaire est une clé d'un bon positionnement dans cette compétition internationale et qu'il faut que les futurs acteurs de la filière vitivini soient parfaitement ouverts à l'interdisciplinarité, en particulier au fait que cette interdisciplinarité permette de se mettre à la place d'autrui, c'est-à-dire d'estimer, d'apprécier les autres vins du monde, les goûts, la variété des goûts, et ça, cette capacité, cette empathie à autrui, en tout cas cette capacité à se positionner sur autrui, eh bien c'est plutôt les formations. Alors on en a parlé, sciences humaines et sociales, mais en particulier parmi celles-ci, les formations en art, les formations en littérature, les formations en histoire, les formations en philosophie, sociologie, etc. Et disant cela, je me reviens à l'esprit le formidable moment que l'on avait passé avec Philippe Claudel. C'était au mois d'octobre 2016, lors du lancement de cette très belle initiative à laquelle Bordeaux-Montaigne est très fier d'être associé, que sont les Vendanges du Savoir, cette très belle action culturelle qui se produit donc à la Cité mondiale du vin et qui se manifeste par des conférences grand public, interdisciplinaires, et pensant à celle-ci, eh bien, je me rappelle très bien les sensations qu'on avait tous éprouvées et que l'on peut encore éprouver en podcastant. Je m'en suis rendu compte pas plus tard qu'hier soir. Eh bien, à entendre cette formidable évocation de ce qu'est un paysage, une géographie du passé, d'un vignoble en Lorraine, mais en même temps cette charge émotionnelle que les mots choisis provoquent pour faire surgir des goûts,
des goûts d'enfance, mais qui sont des goûts liés au vin et à l'appréciation du vin, même si c'est le vin de Lorraine, qui n'est quand même pas connu pour la qualité de celle de Grand Cru. Bref, tout ça pour dire que voilà, on ressent bien qu'il est important que ces formations intègrent, ou en tout cas que les futurs acteurs de cette filière soient mieux formés à l'interdisciplinarité et en tout cas à la dimension culturelle du vin et des terroirs sur lesquels le vin croît. Ça me paraît tout à fait primordial. Nous sommes ici sur la région tout à fait bien logés pour répondre à ces défis. Nous avons tous les outils, tous les atouts pour travailler sur des terroirs et des terroirs dans la dimension dont je parlais, c'est-à-dire des terroirs ayant une dimension culturelle identitaire forte, sur lequel eh bien, les consommateurs qui viennent du monde entier sont très sensibilisés. Il suffit de voir que quand on fait de l'onotourisme, par exemple aux États-Unis, eh bien, on attire plutôt les gens à être sensibilisés à la dimension marketing. Ici, en Europe, en particulièrement en France, c'est la dimension culturelle, c'est la dimension patrimoniale qui prime, et c'est ça qu'il faut cultiver davantage. Je voudrais juste dire un petit mot sur le multidisciplinaire qui est évidemment nécessaire, mais en même temps, je vais être un peu... C'est un débat et je pense qu'il y a un enjeu, mais il y a aussi un risque. Et là, je vais être très terre à terre. Nous, on est formateurs, donc on fait des formations, on pense à un contenu pédagogique et le risque, c'est le saupoudrage, c'est le superficiel. On est aussi là pour donner de l'expertise, donc il faut faire attention aussi à bien doser, et ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que finalement la multidisciplinarité, elle se traduit peut-être par la capacité à faire réfléchir les gens sur beaucoup de sujets, par contre à approfondir sur certains, et il ne faut pas oublier pour chacune de nos institutions ce qui est notre ADN et ce sur quoi on doit approfondir. Oui, alors complètement d'accord avec ce que vient de dire Jérémy. On en parlait puisqu'on s'est rencontrés un peu hier pour préparer la table ronde. Il y a débat effectivement sur le spectre de compétences. C'est-à-dire que je pense qu'on manque de temps dans nos formations en général. On est tous persuadés qu'effectivement il faut notamment quand on veut former à Bac+5 des managers, il faut former des managers très ouverts. Moi, je suis très content d'avoir, par exemple, développé maintenant la géopolitique dans notre école. Donc, des aspects géopolitiques, ça permet d'ouvrir complètement les dimensions un petit peu et sur des notions qui sont vraiment très différentes des notions premières que l'on pense trouver dans une école d'agronomie, mais qui permettent d'ouvrir tout ça. Sauf que, effectivement, nous, notre formation dure 3 ans, le DNO, c'est 2 ans, et on avait le débat. Gilles, lui, rêve d'un DNO à 3 ans. Nous, on est en train de dire, ça serait peut-être pas mal qu'on recrute une partie de nos promotions à post-bac et qu'on ait 5 ans pour les former, comme le font certaines écoles privées d'agriculture, pour le coup. Donc voilà, on est vraiment sur ce débat-là, et c'est un débat sur lequel moi, j'ai pas vraiment de réponse, effectivement, parce qu'on a tous l'ambition, effectivement, de l'idéal. L'idéal, c'est la formation pluridisciplinaire, maîtrisée, sans faire du journalisme, ce qu'on appelle du journalisme, nous, historiquement, mais je suis désolé pour les journalistes qui sont là. mais c'est du saupoudrage, effectivement. Le mot est mieux. Oui, merci. Je pense qu'on a tous écouté ce matin des interventions passionnantes et évidemment, en écho, on a aussi cette idée. C'est qu'on a bien entendu qu'il fallait aussi que la société et des informations. Donc, c'est aussi ça. Comment bien former tous ces étudiants, comment leur donner une richesse qu'ils peuvent utiliser justement sur ces grands enjeux. Je voudrais peut-être être quand même un peu plus, je ne sais pas si c'était optimiste, mais plus précis peut-être pour dire que quand même dès la dernière accréditation de nos diplômes, les équipes pédagogiques ont fait, notamment dans le cas de l'ISVV, et c'est pour ça que l'ISVV, ça fonctionne aussi, même si c'est compliqué, ont fait énormément d'efforts pour voir comment on pouvait justement mutualiser, intégrer, mélanger des étudiants, avec de temps en temps des difficultés, certaines, parce que quand on a des étudiants de droit, des étudiants d'économie, des étudiants issus de l'agronomie, la biologie ou la chimie, ils n'ont pas le même, évidemment, ni les mêmes prérequis, ni les mêmes discours et le même vocabulaire. Mais il y a des choses qui fonctionnent. On les a vues, on est en train de les modifier aussi, mais il y a des choses qui ont été extrêmement positives. Je regarde Ronan qui dirige le master de droit. Il y a vraiment des choses qui fonctionnent. Donc,
et y compris évidemment avec Bordeaux-Montaigne, hein, puisque le fameux master de qualité hein, est également intégré à cette idée de mutualiser, de mélanger, de mixer les équipes et de faire des projets tutorés en mixant justement un petit peu ces étudiants. Donc la multidisciplinarité, c'est aussi très concret. C'est aussi mélanger nos étudiants et pas simplement faire du saupoudrage. Très rapidement, puisque le temps passe très très vite, on va arriver bien entendu aux compétences, aux enjeux de la réponse à la filière. Il y avait tout de même quelque chose, on n'est peut-être pas obligé d'y rester très longtemps, mais c'est l'innovation pédagogique, c'est la numérisation. Je sais que tu voulais prendre la parole à ce moment-là et je te la laisse bien volontiers. Oui, ce qu'on appelle le distance learning ou distanciel, qui est un sujet important, je pense, aujourd'hui, qui, à mon avis, offre des opportunités. Alors, je pense à la première slide ou la deuxième slide qu'on a vue sur le petit PowerPoint où on avait une photo de quelqu'un qui était en train de tailler. Donc, c'est vrai que quand on réfléchit sur une vidéo, on peut montrer facilement plusieurs perspectives, plusieurs pays, plusieurs types de taille. Si on est dans un vignoble, on a généralement un seul type de taille. Donc, ça, c'est l'aspect avantage. Après, l'aspect inconvénient, et c'est là où il faut se poser les bonnes questions et trouver les bons formats, c'est qu'on perd l'aspect humain. Et que dans la formation, moi, je pense que quand l'enseignant est là, au moins une partie du temps, c'est très important. Pour reprendre l'exemple de la taille, il montre le geste, il guide. Et donc, je pense qu'on ne peut pas non plus se couper complètement de l'humain. Donc, peut-être qu'il faudra arriver à ce que l'on appelle du blended, hein, du mixé distanciel et présentiel. Probablement, je pense que c'est l'avenir. Il faut qu'on se pose des questions et il faut qu'on avance sur le distanciel parce que, voilà, je pense que ça fait partie de... Et puis, on est sur une génération qui est la génération du digital, qui est la génération de l'image. En même temps, et on le voit aussi dans l'éducation de nos enfants, le danger, c'est de tomber une nouvelle fois dans le zapping, et donc il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Donc tout est une question de dosage et ça va être l'enjeu, je pense, sur ce sujet-là. Très bien, merci. Je crois on partage tout à fait cette idée-là et cet enjeu et cette difficulté de temps en temps de numériser un petit peu la pédagogie. On ne parlera pas de l'innovation pédagogique, on en parle, sachez-le, pratiquement tous les jours entre nous. C'est véritablement quelque chose qui nous interpelle énormément. D'abord parce qu'il y a plein d'idées là-dessus, mais aussi parce que tout ne fonctionne pas et beaucoup d'entre nous, en tout cas les plus jeunes d'entre nous, s'essaient énormément à innover pédagogiquement. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses un peu moins bien, mais ça sera éventuellement, pourquoi pas un jour, un débat intéressant évidemment à l'intérieur de nos équipes. Je vois Philippe Bardet, où j'ai vu, voilà, je le vois ici, et je fais exprès de le regarder parce que l'autre jour, il a l'habitude de nous interpeller, et il m'a interpellé de façon assez brutale sur finalement, mais avec sa gentillesse hein, que l'on connaît, mais il a raison, puisqu'il est professionnel. En fait, il a besoin de compétences, et il trouve qu'on ne la fabrique pas. Hein, on n'a pas forcément répondu finalement à son attente. Hein, il cherche désespérément des compétences et finalement l'ISVV ou l'ensemble des écoles ici à Bordeaux, publiques, privées, etc., n'assurent pas cette attente. Donc cette interpellation, elle est permanente, elle est aussi dans nos réflexions, mais finalement le grand débat, c'est aussi assurer donc une meilleure insertion professionnelle déjà, et assurer aussi de meilleures compétences, sans oublier les connaissances, ça peut rebondir sur ce qu'on vient de dire à l'instant. Donc c'est toujours cette difficulté d'assurer un côté aussi très pratique, mais aussi des têtes toujours qui peuvent réfléchir. Donc on peut peut-être éventuellement prendre la parole sur cette idée qui est très importante. Alors, effectivement, nous, c'est un questionnement permanent hein, de dire, finalement... Alors, on questionne très souvent, d'ailleurs, les employeurs de nos étudiants pour savoir ce qu'ils demandent. Alors après, la problématique est très différente quand même quand on parle des diplômes, et Gilles en parlait en introduction, des diplômes à Bac plus 5 et des diplômes qui sont plus bas niveau, on va dire, tout simplement parce qu'on sait que le grand drame, notamment de la viticulture aujourd'hui, hein, c'est quand même de manquer beaucoup de main-d'œuvre, hein, juste de main-d'œuvre assez qualifiée pour faire les travaux qu'on nous demande, mais pas forcément des main-d'œuvre en termes de management, hein, manager. Donc nous,
on est en capacité à répondre aux questions qui nous sont posées sur nos niveaux de diplôme et en capacité quand même à réfléchir, alors en particulier notre établissement, puisqu'on est sous tutelle du ministère de l'Agriculture, à réfléchir très fortement, notamment avec l'enseignement technique, à essayer de travailler au maximum à la réponse des employeurs sur les autres thèmes. Donc on joue un peu sur la réponse globale à ça. Sauf que ici à l'ISVV, ce qui nous préoccupe effectivement, c'est plutôt les formations, on va dire Bac+3, Bac+5, et qu'effectivement là, quand on questionne nos employeurs, moi je m'aperçois quand même que très souvent ils nous disent bon, les compétences, connaissances, il faut une culture de base. C'est important qu'on ait des jeunes qui sortent pas de n'importe où, etc., qui est plutôt la tête bien faite, etc. Mais ce qu'on veut, c'est surtout des gens bien élevés, des gens qui ont une qualité d'écoute, des gens qui ont du savoir-être. C'est pour ça que la réflexion, elle est quand même là. Hein. C'est-à-dire que nos enseignements, ça doit être des enseignements qui enrichissent, on en parlait tout à l'heure, et ça permet de répondre finalement à pas mal de questionnements, notamment sur du questionnement de niveau au cadre, hein, voilà, où on demande des gens qui savent manager, qui savent écouter, qui savent et qui ont une qualité d'adaptation de toute façon très importante. Par contre, pour moi, le vrai questionnement actuellement de la filière, il est effectivement sur des niveaux de formation qui sont peut-être différents et sur lesquels on a aussi, nous, ISVV, à se questionner, notamment sur la façon dont on peut servir, on va dire, d'aspirateur un petit peu, hein, c'est-à-dire que sur les filières viticoles, il faut expliquer aux jeunes que effectivement, rentrer dans la filière viticole, on peut y rentrer à tous les niveaux et on peut en sortir à tous les niveaux. Et que tout ça fait sens et que tout ça fait système. Et je pense que là, on a vraiment quelque chose à jouer. Un vrai sujet que la demande marché, ça doit être évidemment aussi notre objectif. Nous, on a une personne qui est en charge, qui est ici, Patrice, qui fait un travail formidable, qui est en charge de la relation filière. Donc on est, nous, en communication en permanence hein, avec nos alter ego de la filière. En plus, nous, notre programme, le master spécialisé, ce sont des gens qui sont en contrat de qualification, contrat pro, donc qui sont en poste. Donc évidemment, on a des retours immédiats sur leurs compétences. Donc c'est évidemment un enjeu majeur. C'est aussi, je pense, quelque chose qui va évoluer parce que tout ce qu'on a évoqué va créer de nouveaux postes, hein, donc il risque d'y avoir des responsables sustainability ou des responsables développement durable, etc. Il risque d'y avoir des gens en charge de la viticulture de précision, donc des gens qui comprennent les modèles. Il risque d'y avoir aussi probablement plus de community managers, donc de gens qui s'occupent des médias sociaux, hein, c'est quand même une réalité. Bref, il y a de nouveaux métiers qui arrivent. Et puis effectivement, il y a la notion d'apprentissage et de former des apprentis. Ça peut paraître parfois sur le papier moins noble, et c'est effectivement pas les Bac+4 généralement, mais je pense que c'est très important, c'est notre rôle aussi. Donc nous, on se pose des questions chez Kedge sur cette partie-là. Il est possible qu'on ait des annonces assez rapidement sur d'autres métiers, d'autres compétences. C'est bien joué pour le teasing. Je crois que, juste pour rebondir sur le savoir-être, je crois que c'est très important, on en discute beaucoup, et notamment avec Stéphanie Marchand, qui est en charge de l'insertion des stagiaires. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe presque plus que la compétence qu'on apporte à nos étudiants, parce que ça, on n'a pas peur. Mais on a souvent plus de difficultés ou plus d'appréhension sur leur savoir-être et l'insertion dans finalement la société ou le château viticole. Également, je pense que pour répondre peut-être, et on en a parlé hier évidemment, sur la formation non pas de nos managers, mais peut-être de compétences d'un niveau différent. Je crois que le rôle de l'ISVV, c'est peut-être aussi la formation des formateurs. On en parle beaucoup, on a déjà développé des choses et on en parle aussi avec d'autres personnes, avec Stéphane Becquet en particulier. La formation des formateurs, c'est notre rôle à nous, universitaires, études supérieures, etc. Et donc là, il y a un vrai enjeu aussi, et ça sera le rôle sans doute prochainement de l'ISVV pour répondre finalement à ce que demande la profession, c'est-à-dire de former des personnes qui sont dans la pratique. Voilà, Alain me faisant les gros yeux depuis 2 minutes. On n'a pas perdu de retard, on n'a pas perdu de temps. Et je crois qu'on est à peu près bon, ne sachant pas ce qui se passe après. Je vais laisser la parole à Alain. Et surtout, je remercie mes collègues d'avoir bien voulu animer cette table ronde. Merci à vous.